Peshem Peshem Narasem Natsliach. On est de retour à la maison, parce que Baruch Hashem, on a une naissance. Le prénom n'a pas encore été divulgué, c'est pour bientôt. Bezrat Hashem, une petite fille en pleine forme, lors d'une parashat Béchalach. Et on verra peut-être que plus tard on comprendra en quoi est-ce que son prénom sera lié à parashat Béchalach. On s'attache à Rabbi Nachman en étudiant Alim la Troufa dans la lettre numéro Nunchet 58. Rabbi Nathan, il a écrit cette lettre à son fils dans l'année 5592. Alors on va essayer de rappeler un petit peu les faits historiques de cette époque-là. C'était en 1832. Et il y avait à cette époque-là, au niveau politique, au niveau macro, en Russie, dans tout le bloc du tsar, pas le bloc URSS, on est bien avant le communisme, on est sous le tsar, au 19e siècle, début du 19e siècle, c'est le tsar Nikolai, si je me souviens bien, qui domine en Russie, et entre 1830 et 1837, il y a une poignée de maskilim, de juifs soi-disant éclairés, qui sont de mèche avec le gouvernement, qui a compris qu'il peut se servir de ces quelques juifs, souvent d'origine allemande, à manipuler l'éducation des millions de juifs qui vivent en Russie, mais aussi en Pologne, parce que à cette période-là, la Russie est en train de contrôler la Pologne et va même réprimer une révolte polonaise. Donc en 1832, Rabbi Nachman, il écrit dans son Likutei Moharan une Torah, un enseignement qui a été imprimé dans le deuxième volume, la Torah Yud Bet, la Torah 12 du deuxième volume. Quand une personne suit ses propres idées, et qu'il peut tomber dans une erreur vertigineuse et faire beaucoup de mal. Chas v'shalom. Il y a beaucoup de gens qui ont provoqué beaucoup de dégâts parce qu'ils se sont basés sur leur propre intellect. L'essentiel du judaïsme, c'est la pashtout et la émouna, la simplicité et la foi. Alors la Haskalah, c'est quoi? La Haskalah, le siècle de lumière. C'était le siècle précédent. Mais dans le judaïsme d'Europe de l'Est, les Juifs ont reçu ça de plein fouet, plutôt dans les années 1820-1830. Au XVIIIe siècle, c'était en France. Fin XVIIIe. Les maskilim, parfois, alors en gros c'est des libéraux, ok. Tiens, voilà, la semaine dernière on avait la Iloula du Rachar Hirsch, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, à Francfort. Lui, un peu plus tôt, il s'est battu contre les réformés. Ou battu contre, ou il les a dénoncés. Et ils étaient, encore une fois, ils n'étaient pas très nombreux. En gros, c'est des gens qui veulent exprès ou pas, qui veulent un judaïsme light. À Ouman, il y avait 2 maskilim, très riches et aussi très influents. C'était pas des influenceurs comme aujourd'hui, c'était des gens qui vraiment ils pouvaient envoyer une lettre au tsar et le tsar il les recevait en rendez-vous en quelques minutes. Et ils avaient une influence en haut, au niveau politique. Et pourtant, Rabbi Nachman, il jouait aux échecs avec eux. J'ai pas compris, c'était copain. Masculine, c'est réformé. On a du mal à comprendre, on a du mal à faire un parallèle avec l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, Haemet Nehederet. Comme on est plus proche de la révélation de Mashiach, alors le Emet, les repères de chacun
se forment comme des troupeaux. Des petits, plus on avance, plus le Hémet, il est divisé en petits troupeaux. Ça ne veut pas dire que les différents mouvements dans le judaïsme authentique sont faux, et qu'il y en a un seul qui est vrai. Ça veut dire que les troupeaux sont moins flagrants, sont moins en relief qu'auparavant. D'accord. Donc auparavant, tu avais un grand troupeau, le judaïsme authentique, qui ne veut pas s'amputer de telle et telle mitzvah, de telle et telle halakha, et les faux. Comme la fameuse blague, après on va commencer dans les mots de la lettre, la fameuse blague de Rav Elchanan Wasserman. Il y a un Rav Elchanan Wasserman, le fameux talmid du Chafetz Chaim, qui va à une fête de Chassidim. Je ne sais plus si c'était une fête de Chassidi Lubavitch ou d'une autre chassidoute, dans sa ville, dans Baranovitch, il me semble. Je crois qu'il y avait la chassidoute de Alexander dans sa ville. Et donc au cours d'un gala, il y a un juif libéral, mamash, qui a amputé des mitzvot de sa pratique religieuse. Lui, il considère que c'est une pratique religieuse. Quand ils mettent les téphilines et que pour eux c'est juste la récitation d'un texte, pour eux c'est authentique. Ils ne peuvent pas se moquer. Alors ils demandent à Rav Elchanan Wasserman. Je croyais que les juifs héritiers du Gaon de Vilna, le Chafetz Chaim, et vous étiez contre les chassidim. Et Rav Elchanan Wasserman dit pas du tout. Le judaïsme, le Ham Israël, c'est comme une armée complète. Tu as les corps de l'armée de mer, l'armée de terre, les renseignements, tu as l'administratif, tu as les cuisines, tu as ceux qui préparent les munitions, tu as les espions. Et là, alors Rav Elchanan Wasserman, en orateur hors pair, il est très séduisant quand il raconte toute cette variété, en sous-entendu tous les courants du judaïsme qui sont là-dedans. Et alors le juif libéral, il dit « Et moi, quelle est ma place ?» Attention, il va tomber de haut. « Ah, toi, tu es un déserteur. » Est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il veut aussi des gens à cette place de déserteur pour qu'on comprenne la gravité de ce que c'est de déserter? C'est pour ça qu'il y en a tellement plus aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, il y en a tellement de milliers et qu'en France, c'est des poignées? Peut-être qu'on a moins besoin de cette leçon, nous, dans le judaïsme français? Je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'époque de Rabbeinu, le danger n'était pas comme aujourd'hui. Pourtant, Rabbeinu le dénonçait déjà, peut-être plus à notre intention qu'à la leur. Les maskilim ne représentaient pas une option séduisante pour Monsieur Tout-le-Monde dans le judaïsme. Tu n'avais pas un bonhomme qui va se lever un matin et qui va dire qu'il a envie de se mettre en couple avec sa voisine non juive, qu'ils ont déjà un enfant, donc un enfant qui n'est pas juif, et qu'il voudrait quand même lui transmettre des bases de judaïsme, et qu'est-ce qu'il va faire de sa fille d'un premier mariage, qui elle est vraiment juive et qui approche de la bar mitzvah. Il ne peut pas aller à la synagogue orthodoxe du coin, puisqu'il est marié avec une non-juive. Donc il va aller à une synagogue libérale. Okay. Aujourd'hui, il y a des gens comme ça. À l'époque, c'était pas le cas. Donc à l'époque, c'était des gens avec qui on pouvait jouer aux échecs, comme Rabbi Nachman le faisait. Et en faisant ça, il les rapprochait à la Torah, à la Emouna. C'est un sujet en soi. Qu'est-ce que... Un jour, on lira... Il y a une question, un des maskilim lui-même, Monsieur Hirsch, il demande à Rabbi Nachman, qu'est-ce que vous faites avec nous et qu'est-ce que vous faites avec eux? Pourquoi est-ce que Rabbi Nachman il joue aux échecs avec nous? Dit Monsieur Hirsch, en parlant de nous, les deux maskilim. Et qu'est-ce que vous faites avec vos élèves? Vous ne jouez pas aux échecs avec vos élèves. Pourquoi avec nous? Je vais retrouver les mots exacts pour les citer. Donc forcément, dans Parashat Beshalach,
à la fin de la paracha, on a la confrontation avec Amalek. Et on sait que 40 jours avant Purim, on dit la fameuse phrase Hatzilini miklipat Haman Amalek, Vzakini Kedushat Mordechai ve Esther. Ça a commencé déjà, début du mois de Shvat. On arrive à 40 jours avant Purim. C'est un minag de faire cette demande tous les jours. Pourquoi? Parce qu'une prière qui est récitée pendant 40 jours, tous les jours, alors elle est promise d'être répondue. Rabbi Nathan répond à son fils, ta lettre, quand j'ai reçu ta lettre, ça m'a fait très plaisir, car je n'avais pas eu de nouvelles de toi, et je ne savais pas quand est-ce que le porteur de cette lettre allait venir. Parce que le porteur de la lettre devait prendre un chemin tortueux. J'aurais pu t'écrire de là où j'étais avant, mais je ne savais pas quand est-ce que la lettre te parviendrait. Rabbi Nathan, il n'a pas WhatsApp, il n'a pas les deux coches bleues pour savoir que tu as lu le message. Donc il veut que son fils reçoive la lettre au plus vite. Et ce serait frustrant que son fils ait envoyé une lettre A et une lettre B, et que Rabbi Nathan ait changé de ville entre-temps et qu'il reçoive que la lettre B sans avoir la lettre A, et qu'il lui répondra à la B sans avoir lu la A. Rabbi Nathan, il prend des précautions pour ça, pour ne pas répondre hors sujet. Alors voici, j'écris, dit Rabbi Nathan, parole de votre père, Ametzabe umchake lismoar bachem. Je suis dans l'attente de me réjouir de vous. Kshitizku lachashov al tachlitchem hanitzri lishkod al dalte haTorah ve'atfila bechol yom. Je suis impatient, j'attends au moment où vous mériterez l'achshov al tachlitchem, de considérer votre finalité. C'est une manière douce de dire pensez à ce qui a vraiment de la valeur. À votre tachlit. Tachlitchem hanitzri. Tachlit le but. Tachlit le but. Alors c'est quoi le but? L'ishkod, d'être assidu aux portes de la Torah et de la Tfila. Bechol yom. Chaque jour. C'est comment tu peux être assidu aux portes? Je suis assidu à prier, je suis assidu à étudier. Ou alors, peut-être même quand j'essaye de prier, j'y arrive pas. J'essaye d'étudier, je comprends pas. J'essaye de prendre du temps, mais j'ai des obstacles. Alors, comment est-ce que tu vas être shakdan? Comment tu vas être assidu, alors malgré les obstacles? C'est que tu vas ouvrir le livre, tu vas lire une ligne, tu vas dire voilà, là mon avion arrive, je dois fermer le livre. Je suis dans ma Amida, on me dit l'embarquement, messieurs, dames, a commencé. Et là tu as tes enfants qui te tirent et qui te disent ta Amida c'est sympa, mais c'est pas le moment d'en faire une Amida de 20 minutes, pas aujourd'hui. Ok, bon bah sim shalom. Allez. Il y a un moment où tu dois te contenter de ce que tu as. Mais, j'ai perdu la ligne. Le lendemain, tu reviens et tu toques à la porte. Et si à nouveau on te dit, ah, monsieur, aujourd'hui il y a un autre empêchement, on ne trouve pas les tefilines. Ce matin, je me suis levé, comme Baruch Hashem, on vaquait à droite et à gauche avec la naissance. Alors, je ne trouvais pas ma kippa. Et je savais qu'elle était quelque part dans le lit où ma fille de 1 an et demi dormait. Alors, si j'allais retourner le lit pour trouver ma kippa, j'allais laisser ma belle-mère s'occuper de notre fille d'1 an et demi qui était malade. Alors, j'ai dit, ok, la kippa, Baruch Hashem, il y a d'autres solutions. T'as pas qu'une kippa sur vous. Ouais, voilà, c'est facile. Mais il faut que tu vois tes priorités. La priorité, c'est
Shakdan. Je reviens demain. Tu mourras pas comme ça. Tu ne me casseras pas ma détermination. Et là, tu entends en filigrane le combat contre Amalek. Qui, chutz miseh hakol hevel, en dehors de Torah et Tfila, en dehors de notre attachement aux portes de Torah et Tfila, tout ça c'est hevel, kayadou lachem, comme vous le savez déjà. Mais sous-entendu, si vous le savez déjà et que j'ai besoin de vous l'écrire, c'est que vous n'en avez pas conscience suffisamment. Je veux que vous passiez à l'acte. Oui, vous avez besoin de réviser tout ça. Vous, il semble que Rabbi Nathan, il écrit à son fils et ensuite au deuxième paragraphe, il embraye, il parle à ses enfants en général. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas de détails sur les destinataires de la lettre, à part Rabbi Yitzhak. Rabbi Nathan dit parce que le temps file, le temps va et file. הודעו כי בכל מקום שנוסעים ובאים לשם שומעים כל צעקות והנחות גדולות ומרות מפגעי עולם העוברים על כל אחד ואחד. Il ne parle pas de phénomènes actuels. Là, il dit de manière très générale, il y a des soupirs, il y a des cris, il y a des faits divers qui sont là pour vous détourner votre attention. Et c'était comme ça l'année dernière, ce sera comme ça l'année prochaine. C'est comme ça que le monde tourne. Et en particulier, dit Rabbi Nathan, puisqu'on est dans Parashat Beshalach, c'est aussi, on ne peut pas contourner la paracha de la Ségoula de la Parnassa. Alors, Rabbi Nathan dit en particulier, il y a des tzahakot, les guima. Alors c'est intéressant, puisque tu étudies l'hébreu. Les guima, ça veut dire légitime. Alors, quitte de l'œuf ou de la poule, forcément, les guima, peut-être c'est un emprunt au grec. Peut-être aussi que c'est le grec qui a emprunté à l'hébreu. Bon, une étude à faire. En tout cas, Rabbi Nathan, il qualifie la parnassa d'une tsa'aka, un cri, un appel au secours légitime. Quand on a chesron à parnassa, quand on a un manque de subsistance, c'est un cri légitime. Malgré que ce soit un cri légitime, dit Rabbi Nathan, c'est pas l'essentiel. S'il te plaît, retourne à Torah ou Tfila. Et même si tu dis oui, mais j'ai pas beaucoup de temps, puisque j'ai tellement de problèmes de parnassa légitimes. Très bien. Mais au moins tu sais, tu dois savoir où est le tachlit, la finalité. On a failli avoir un autre Chaver pour étudier avec nous ce soir. Et il m'a dit, je lui ai dit, on n'a pas encore commencé, tu peux prendre le train en marche. Et il m'a dit, la station de train semble bien loin à cause de ce froid. Et quand tu prends le train, l'essentiel, c'est pas est-ce que tu as eu le billet de train pour un bon prix. L'essentiel, c'est pas est-ce que tu t'es assis dans une bonne place. C'est est-ce que tu as pris le train pour la bonne destination. Donc dans la bonne direction. La blague connue, c'est tu veux un billet en première classe? Écoutez, je suis déjà assis dans mon train, d'accord? Je suis en 3e classe. À l'époque de Rabbi Nathan, ça existait. Et je crois qu'il y avait une 4e avec les animaux. C'était même pas une classe. Et donc voilà, je vais rester en 3e classe si tu veux bien. Mais attends, les gens ils sentent mauvais ici. Bientôt, ça se trouve, tu vas être debout. C'est possible. Mais elle est où ta première classe? Elle est sur le train d'à côté. Première classe, là, regarde, je t'offre le billet première classe. Oui, mais moi je vais à Lyon. Bah, la première classe, elle va à Strasbourg. C'est quoi le problème? C'est la destination. Nous, est-ce que ta destination, est-ce que c'est l'ishkod al sha'are Torah ou Tfila? Être assidu aux portes de la prière et de l'étude. ורואים בחוש מה שאמר האדמו"ר ז"ל. Et on voit de manière perceptible ce que Rabbeinu a déjà dit.
ilmale milcha la have alma yachol limisbal meriruta. Si ce n'était le sel, le melach, le sel de table, alors le monde ne pourrait pas supporter l'amertume, sa propre amertume. C'est quoi l'amertume du monde? C'est les cris, c'est le chisaron, la sensation de manque. Et c'est quoi ne pas supporter? Ne pas supporter, c'est tomber dans... avoir la tête dans le guidon et oublier le tachlit. Oublier que la finalité, c'est de te connecter à Kadosh Baruch Hu et d'apprendre à kiffer avec Hachem. Parce qu'après 120 ans, le programme, c'est juste du kiff. Mais après, à condition que tu aies appris à kiffer. Je passais Shabbat chez un Constantinois, Tamid Chacham, et il avait avec lui pour Shabbat son frère, donc aussi Constantinois, mais qui avait vu une vie d'Avrer en Eretz Israël. Et le Balabaït, c'est aussi un Avrer, mais pas à la mode aussi chiche. Il vivait pas aussi chichement, il vivait plus largement, confortablement en France. Propriétaire de sa maison, et comme il était responsable communautaire, il avait le salaire qui allait avec. Alors, il avait quelques bouteilles de bon vin qui partageait Shabbat. Et disait à son frère qui vit chichement, je pense que ça fait partie de la mitzvah de Shabbat, de Oneg Shabbat, d'apprendre à kiffer un bon vin. Peut-être au moins de la mitzvah du Seder de Pessah. Alors on devrait s'entraîner, prendre des cours d'œnologie, on devrait s'entraîner à kiffer un bon vin. Son frère, qui vit très simplement, Avrer en Eretz Israël, il dit, écoute, le vin tu l'as, tu kiffes ton verre de vin au kiddush, t'en veux un deuxième, un troisième, comme il faut pour kiffer ton repas ou ton seder de Pessah. C'est bon, tu l'as fait le kiff. Pourquoi est-ce qu'il faudrait aller plus loin? Alors c'est ouvert. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après 120 ans, ce sera trop tard pour apprendre à kiffer. Pas le vin, mais Torah ou Tfila. Donc c'est maintenant qu'il faut apprendre à kiffer. Il faut prendre un cours d'œnologie et de spiritualité. Alors si tu sais kiffer, tu as appris un cours d'œnologie avec Rabbi Nachman, il te reste encore du temps, prends un cours d'œnologie avec du vin. Et pourquoi pas? C'est un clin d'œil à l'expression de Rabbeinu que une fois qu'on a goûté au vin hongrois, personne ne peut vous tromper. C'est une chanson maintenant qui a été reprise dans les mots de Rabbi Nachman par le très doux, très simple chanteur Israël Dagan. J'arrive pas à refaire sa voix mélodieuse, c'est magnifique ce monsieur. Ouais, mais la chanson elle va comme ça. Maintenant que vous avez goûté au vin hongrois, vous ne pourrez pas laisser le monde vous tromper. Parce que le vin hongrois, c'est hors catégorie, comparé aux autres vins qui avaient cours en Europe de l'Est à l'époque. C'est un vin plus fort, plus parfumé, et c'est pas plus fort et plus parfumé, c'est hors catégorie. Je pense que je crois que j'ai vu ça dans le Shabbat. Ça m'a choqué parce que on parle du vin de Chypre. Alors dans les Pitouma Ketoret, on dit Yain Kafricine. Alors là-bas, c'est pas forcément que le Yain Kafricine il était bon, c'est parce qu'il a des propriétés qui font libérer le parfum d'une des épices. Je crois que c'est la cannelle. Non, oui, la cannelle. Mais à l'époque, en fait ça m'a interloqué parce que je me rappelle d'un film qu'il y a eu à l'époque. Je crois que c'est Alibaba. Et on lui disait, lui, il buvait pas de vin. Et il disait, mais celui-ci, tu vas en boire parce que c'est du vin de Chypre. Alors, il sait se convaincre. Donc, ça m'a toujours marqué cette phrase-là. Et on parle du vin de Chypre. C'est pas forcément pour ses qualités gustatives. C'est une réaction chimique
entre le vin et une des 11 épices de la kétorette. D'accord. Mais par contre, le vin hongrois, lui, par contre, c'était du haut niveau. Le vin hongrois, il est hors catégorie au niveau gastronomique. Et ceux qui n'ont jamais goûté au vin hongrois, si on leur fait miroiter, ouais, ma bouteille c'est du vin hongrois, paye plus cher pour l'avoir, ils peuvent se laisser avoir parce qu'ils n'ont pas encore goûté, ils savent pas quelle est la vraie cam. Celui qui a goûté une fois au vin hongrois, Okay. Il peut pas se laisser berner. Et donc c'est quoi le sel? Si ce n'était le sel, le monde ne pourrait pas supporter l'amertume, et donc le monde perdrait complètement les pédales et oublierait la finalité. C'est quoi le sel? C'est le tzaddik. Le tzaddik, il est appelé le sel du monde. On en a déjà parlé, on en reparlera. Bezrat Hashem. Ashrei mitpalel bechol yom, sheyizke linatzel mimeriruta dehai alma. Heureux est celui qui prie chaque jour pour être sauvé de l'amertume de ce monde. She'alav ne'emar, umotze ani mar mimavet, she'u mirirut dagat parnasa vechemdat, hamamon ve'ashirut. C'est quoi cette amertume du monde? Rabbi Nathan y résume ça à l'inquiétude pour la parnassa et la chemda, la convoitise pour l'argent. Même si quelqu'un il a un salaire de 56 milliards de dollars comme un certain Elon, ou comme il convoitait de l'avoir, même s'il a qu'1 milliard par an, ça suffira pour ses besoins personnels. Et ben il est quand même chomed. Il est quand même encore en train de convoiter 55 autres milliards. Tu crois qu'il est un peu tunisien sur les bords? C'est peut-être pour ça qu'il a demandé 56, pour que les Tunisiens ne sourcillent pas en entendant 55 milliards. Heureux est celui qui mérite une richesse amitite authentique. C'est quoi celui qui est le vrai riche? Sur lui, il est dit quoi? C'est bon devant Hachem parce qu'il s'est sauvé de cette amertume. Le tzaddik, pourquoi est-ce que c'est lui le sel du monde? On sait que quand quelqu'un il est connecté au Tikkun Abrit, c'est quoi le Tikkun Abrit? C'est le tzaddik. Alors, il est sa mère Bechelko. C'est qui monsieur Tikkun Abrit? Monsieur Hatzadik, Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qu'il avait, Yosef Hatzadik? Il était tout le temps content de ce qu'il avait. Ah, mes frères m'ont vendu. Baruch Hashem. Ah, j'ai été vendu à des Égyptiens. Et je dois servir un Égyptien, Potiphar. Baruch Hashem Yom Yom. Ah, son épouse veut que je fasse des choses interdites avec lui. Baruch Hashem Yom Yom. Je suis jeté en prison, 12 ans. Baruch Hashem Yom Yom. Tout le temps sa mère Bechelko. C'est mieux avec les lunettes pour la prochaine lettre. On est encore une parashat Beshalach. On est à Yom Rishon. On est à la lettre Kouf Aleph. L'année suivante, il écrit à son fils. Il écrit différemment à la collade d'introduction. Ahuvi beni machmad enai nitzmad bekirot levavi. Alors, la prunelle de mes yeux. Mahmad. Celui qui est chéri. Celui qui est chamoud. Donc en français, on traduira la prunelle de mes yeux. Celui qui est collé, qui épouse les murs de mon cœur. Shalom lecha, al tira, n'aie pas peur. Chazak ve'ematz. Alors, je ne sais plus pourquoi est-ce qu'en
833, il fallait dire n'aie pas peur. Est-ce que c'était le moment de... Je crois que c'était le moment de la révolte des Polonais contre le pouvoir russe, avec l'oppression russe qui a commencé l'été suivant. Bon, on est aussi un Yom Rishon, donc un Motzei Shabbat. Et donc, il y a la fameuse chanson Altira Avdi Yaakov, que Rabbi Nathan a certainement dû chanter, parce que Rabbi Nathan, il accordait beaucoup de kavod au moment de la Havdalah. À ce moment-là, Rabbi Nathan, il n'était pas tranquille, il y avait des événements qui le perturbaient. Je n'ai pas encore cherché exactement pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé à cette période de l'année. Mais malgré que il a dit En da'ati tzlula keyadu alecha, j'ai pas l'esprit tranquille comme tu sais. Malgré tout, j'ai passé beaucoup de temps la nuit passée, il semble, la nuit précédente, à retranscrire les Chidushim qu'on a étudiés pendant Shabbat sur la Torah à Zamrel Lokai Beodi, sur la Torah 282 de Rabbi Nachman. Asher dibarti miseh etmol biseuda shlishit. Pendant le troisième repas de Shabbat, Seuda Shlishit, il a parlé de cette Torah à Zamra. Et qu'est-ce qu'il a dit dessus? Cette Torah, elle est Bechinat Kimat Chatzot Laila. Alors là, on parle de Béchalach. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à Béchalach? Pardon, pas Kimat avec un Aïn. Kimat, c'est se lever. Se lever à Chatzot. Et l'autre, c'est quoi l'autre? Kimat, c'est un peu. Ouais. Alors, à Parashat Béchalach, on a traversé la mer. Toute la nuit, la nuée a empêché les Égyptiens d'avancer. Nous, les bénis Israël, pendant la nuit, on a traversé la mer. Ouais. Et avec Alot HaShachar, on s'est rendu compte qu'on avait fini de traverser la mer. Les Égyptiens ont avancé. Et Hachem leur a donné envie de traverser la mer. Ils sont foncés dans la mer. Paro s'est pris lui-même, Vaïkar Paro, et c'est-à-dire il s'est pris pour faire cette chose absurde d'avancer dans la mer. Et ça, c'était de Chatzot jusqu'à Lot HaShachar. Il y a un yan particulier dans Parashat Béchalach, dans la traversée de la mer, avec Chatzot Laila. Peut-être c'est pour ça que Rabbi Nathan il a parlé de ça. Alors non, sauf que la Seuda Shlishit du Shabbat précédent, Rabbi Nathan il était dans Parashat Bo. Parashat Bo, c'est encore plus lié à Chatzot parce que c'est la plaie des premiers-nés qui a frappé à Chatzot, dit le pasuk. Shebazé telouya geoula. Et là, Rabbi Nathan, il nous balance la sauce. La délivrance dépend de se lever à Chatzot. Bechinat kachatzot laila ani yotze. Et il dit que en fait, c'est quoi cette notion de chatzot laila? Alors, on va pas rentrer dans le terme kabbalistique, mais pendant la première moitié de la nuit, il y a une domination des forces de rigueur. C'est quoi la rigueur? C'est je me sens nul, et puis j'ai raté ça, et ceci et cela, et je me souviens de telles choses négatives que j'ai faites, et de toutes ces choses répréhensibles. Ok. Donc il y a Donc la meilleure chose à faire à ce moment-là, c'est d'aller dormir. Parce qu'au moins, on ne ressasse pas. Et il y a un phénomène spirituel, mondial, et intérieur, psychologique aussi, qui se passe. On n'arrive pas forcément à le capter, à partir de Chatzot Laila, le milieu astronomique de la nuit. Il y a une inversion totale, à ce moment, à ce point précis de la nuit, de la domination de la rigueur en domination des Nekudot Tovot. Et le fait de faire ce bras de fer là, j'étais en train de faire un bras de fer avec quelqu'un, et à Chatzot,
tu as complètement renversé la vapeur. Et cet éclairage de Nekudot Tovot, de points positifs qui se passe à Chatzot, il est tellement puissant que c'est lui qui donne la lumière pour toutes les 24 heures à venir. Ça s'appelle, dans le langage du Zohar, un coup d'éclair, comme un éclair du ciel, comme dans un orage, de date, de conscience, d'éveil. Ce coup d'éclair, c'est une dose pour 24 heures. C'est pour ça que c'est tellement important d'être éveillé à ce moment-là. Ouais. Parce qu'en étant éveillé, c'est pas artificiel, il suffit pas d'être éveillé. On veut chercher à être sensible à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qui demande de l'entraînement a priori. Cet éveil-là, c'est ça qui fait mériter la Géoula. Parce que la Géoula, c'est un éveil. L'inverse, l'exil, c'est un mirage. C'est se faire prendre au piège par le mirage. C'est ça l'exil. Et pendant que j'étais en train de recopier, plutôt retranscrire les chidushim sur ce que j'ai dit à Seudah Shlishit à propos de la Nekudat Tova, de la Torah 282 et du fait de se lever à Chatzot, je me suis souvenu, mon fils, que tu as tellement besoin de ces chidushim-là, alors je les ai aussi recopiés pour toi dans cette lettre. Ces chidushim-là sont merveilleux. Les chidushim niflaim bishuato agdola. Ils sont en soi des sauvetages, des grands sauvetages. C'est des bouées de secours. Hakol nitgalgel al yadecha. Et sache, mon fils, que tous ces chidushim là sont venus à l'existence grâce à toi. Et là, il est en train de nous faire un TP de Azamra, de trouver la Nekudat Tova. Nitgalgel, c'est quoi? Venir à l'existence. À l'idée à Michtav, Shegia li miitra me'erev Shabbat. Juste avant Shabbat, j'ai reçu une de tes lettres, et grâce à cette lettre, Ka'asher siparti lecha ktsat mize biyotra po, comme je te l'ai un peu raconté quand tu étais là, Vihima arutza devara elecha ulai ezke leorecha mishnatcha, lechayotcha ou lechazekecha. Peut-être qu'avec quelques paroles, je mériterai de t'éveiller de ton sommeil et de te donner de la vitalité et de te renforcer. Hakitsa beni, réveille-toi mon fils. Hakitsa, c'est kimat chatzot. C'est réveille-toi pour chatzot. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que au milieu de la nuit que tu peux trouver des nekudot tovot. Un jour aussi. C'est juste qu'il y a un phénomène naturel, spirituel, par lequel Hachem a réglé le monde, c'est que c'est à chatzot que ça se passe. Que ça démarre. Que tes pensées ne t'embrouillent pas de tout ce qui se passe dans ta vie. On avait dit il y a un lien avec Amalek aussi, puisque c'est la parashat Beshalach. Amalek, c'est le bilboul. C'est lui qui nous embrouille. Alors soit il embrouille quelqu'un avec la tristesse, il le charge avec des problèmes, des soucis, soit, par exemple, ça ressemble à, dans quelques jours, Purim. Haman, il veut charger les bénis Israël avec des soucis. Ça ressemble à Pharaon aussi, lui, il fait ça de manière explicite. Amalek, c'est un philosophe. C'est les masculines dont on a parlé tout à l'heure. C'est aujourd'hui, dans les termes modernes, ce serait ceux qui justifient l'injustifiable. Ceux qui justifient des marchandages avec des terroristes, ceux qui justifient de marchander avec des mœurs injustifiables, ceux qui justifient des situations sociales où on est obligé de composer avec des gens qui veulent manger la main qui leur a déjà tendu un doigt. C'est injustifiable. Mais quand même, il faut qu'on compose.
On marche sur la tête. C'est Amalek. Mais comment tu fais pour ne pas tomber dans le marchandage avec quelqu'un qui déjà a dépassé les bornes? Il faut toi être stable, solide sur tes positions à toi. Il faut avoir une Nekuda Tova à laquelle tu tiens bon. Donc ça commence où? Tu te lèves à Chatzot. Ah, et j'ai pas les forces. Tu réveilles la Nekuda Tova qui est en toi. C'est ça le réveil. Bon, alors je me suffis, je vais me lever à 10h du matin. C'est déjà bien. Mais sache que le train, il est parti à Chatzot. Toi, tu attrapes le train en route. C'est pas la même vie. Mais il faut commencer quelque part. Aliva alucha rayonecha mikol ma sheover alecha. Da ha-amen. Il y a 2 conseils ici. Sache et crois. Peut-être tu pourrais résumer comme ça. Amalek, il attrapait qui dans le Ham Israël? Il attrapait les Juifs qui ont eu un problème de brit, un écoulement de semences, qui ont été donc expulsés par les Hanané Kavod. Parce que celui qui avait un écoulement de semences en vain, il était expulsé par les nuées de gloire. Ou alors, il avait un affaiblissement dans l'étude de la Torah. Et la tribu de Dan, qui était dernière dans le placement des camps, elle était chargée de retrouver les objets perdus. Alors, à part que c'était le service des objets perdus et retrouvés, la tribu de Dan, c'était aussi ceux qui faisaient du kirouv. Ils prenaient un juif qui avait trop versé dans les pensées philosophiques de Amalek. Il a trop lu les faits divers, il a scrollé sur TikTok pendant trop longtemps. Il a lu trop de journaux, il est allé à ses cours de philo de terminale et il s'est dit tiens, c'est intéressant Kant, Aristote, Nietzsche, pourquoi pas que Hachem me donne, justement, comme tu parlais des kétorettes, le borit, le savon pour nettoyer ma langue de ces noms de famille qu'on peut oublier. Et la tribu de Dan, elle rehaussait, elle prenait ce pauvre juif par les épaules, elle lui mettait des béquilles et elle disait allez, on va continuer, on va pas perdre le fil du Ham Israël, on va continuer la marche. Donc c'est quoi? C'est que même si tu te lèves à 10h, tu peux attraper le train en marche. Mais da, veha amen. C'est en 2 étapes. Au moins, tu attrapes le train en marche et continue à viser mieux. Et Amalek, qu'est-ce qu'il dit? Mais non, puisque tu t'es levé tard, continue à abandonner encore plus. C'est ça la guéguerre entre Amalek et le juif. Shekol hanekudot tovot shelecha yekarim meod meod etzlo yitbarach. Chaque nekuda tova en toi, chez Hachem, elle est très chère à Hachem. Et tu peux même véritablement rentrer dans la kavsrout, dans le jugement céleste de ta neshama actuellement, pour le srout. Tu peux être jugé méritant maintenant, grâce à, comme on dit dans la Torah Zamra, od me'at ven racha, grâce à une petite nekuda tova sur laquelle tu vas te concentrer. Et tu vas révéler que tu n'es pas le rachat que tu crois être. Zechor, zechor etev, diburim noraim elu. Souviens-toi. Parce que quoi? Parce que Amalek, c'est l'oubli. L'oubli du Kisei HaKavod. Ve'al yihu yeshanim etzlecha. Et que ces enseignements-là, les enseignements de Torah en général, comme on dit dans le Shema Israël, Rashi le dit, ou en particulier cette Torah à Zamra, qu'elle ne soit pas vieille à tes yeux. Parce que c'est ça le combat. C'est de prendre un enseignement de Torah et dire mais non, ça c'était vieux, tu l'as déjà vu. C'est comme Netflix, tu as déjà vu cette série-là, tu n'as pas besoin de la regarder. Mais la Torah, c'est pas Netflix. Tu prends une Torah et tu te plonges dedans et tu la relis et tu vas la trouver plus douce aujourd'hui que hier et que l'année dernière. S'il y a une paracha chaque année que vraiment je trouve douce, c'est Béchalach. Justement le passage de Parashat Aman. Pourquoi? Parce que grâce à la Ségoula qui est tellement diffusée aujourd'hui, alors qu'est-ce que je fais?
je prends mon Chumash, j'essaie de me poser tous les mardis de Parashat Beshalach, et j'essaie de la lire doucement, en lisant les rachis, en trouvant pas forcément des chidushim, mais un ressenti sur cette paracha. Et comme je prends le temps, chaque année, elle est encore plus douce. Cette année, Hachem, il m'a mérité de concrétiser encore plus la paracha, puisque au Hachem, on avait un nouveau bébé dans les bras, et on s'est dit, comment on va le nourrir et lui payer une école et un mariage? Hachem m'a dit, c'est bon, au lieu de lire Parashat Beshalach, tu vas passer à table. Au Hachem, que je suis arrivé au Shlishi de Parashat Beshalach cette semaine. Donc, c'est quoi Amalek? C'est de considérer même les enseignements de Torah comme vieux. Chas v'shalom. Et on aura l'occasion d'en reparler, dit Rabbi Nathan à son fils. Bezrat Hashem Yitbarach, quand tu passeras Shabbat avec nous. Betosefet, She'ar, Sichot, Kdoshot, avec encore plus d'approfondissement. Shiasmin Hashem Yitbarach, Letor, Pinu, Hashem amènera dans nos bouches. Je finis la ligne. Hadovim, Mimekol, Chachma, qui proviennent de Rabbeinu. Betodien Imiad, Imtiye, Poal Shabbat HaKodesh. Et fais-moi savoir, dès que tu peux, je suis impatient de passer un Shabbat avec toi. Shtiye Poal Shabbat Ze, Rak im yesh lecha, Ikuv mechamat, Achatuna shel Gischa. Mais si tu es retenu à cause du mariage de ton beau-frère, Bevadai yefsha lecha lavo. C'est évident que tu dois donner la priorité. Veones rachmana patre, et à l'impossible nul n'est tenu, dans la version française. Vetavo, im yirtze Hashem, beze shabbat acher, tu viendras plus tard. Achim lo tiyeh achatuna miyad, si le mariage est reporté, combien serait-il convenable que tu passes Shabbat chez nous? Divrei avicha, hadoresh shlomecha be'ahava rabba. Parole de ton père qui recherche, qui demande ta paix avec grand amour. Comment on rapproche un juif qui s'est fait mordre par Amalek, que ce soit de la philosophie, les news, de la dépression, quelle que soit la manière dont Amalek l'a attrapé à ternir la beauté de sa spiritualité. Be'avaraba, avec grand amour. C'est quoi Avaraba? C'est un amour pour sa Torah Akdosha. C'est comment on développe l'amour pour la Torah Akdosha? En renforçant ta Emouna.